Je m'appelle Loïc, j'ai 46 ans, je suis marié et père de 2 enfants. Je suis originaire de Brest, mais ça fait 20 ans que j'habite du côté d'Amiens, dans un petit village qui s'appelle Franvillers. J'étais extrêmement sportif, ça faisait vraiment partie de mon mode de vie. Je faisais beaucoup de sports de raquettes, du tennis, du badminton, du roller, beaucoup de roller aussi. Et j'avais une activité et une vie extrêmement saine. J'étais à 1000 lieues d'imaginer que je pourrais tomber malade. Quand j'ai commencé à avoir des examens médicaux, on peut dire que c'était pour moi une totale découverte du monde médical. Voilà, j'avais jamais eu de soucis particuliers et j'avais l'impression d'être un peu invincible et d'avoir la vie devant moi. En 2019-2020, je me suis rendu compte, lorsque j'avais terminé de jouer au tennis, que j'avais un léger tremblement en fait dans la main gauche quand je buvais un coup avec mes adversaires au tennis. Et j'ai fini sur insistance de mon épouse par aller voir une neurologue en 2020. Elle a tout de suite constaté que j'avais une faiblesse dans les muscles, mais elle n'avait pas d'idée de là où ça pouvait venir. Donc pendant 2 ans, j'ai eu beaucoup d'examens médicaux divers et variés. Et c'est seulement en septembre 2022 que le diagnostic de la maladie de Charcot est tombé. C'est une maladie neurodégénérative, auto-immune, qui est connue depuis 150 ans, mais pour laquelle il n'existe aucun traitement. Donc en fait, vos muscles s'éteignent les uns après les autres, ils s'atrophient. Ça finit par vous empêcher de bouger, de manger, de parler, et pour finir de respirer quand vos muscles respiratoires lâchent. L'espérance de vie d'un malade de Charcot, c'est 3 à 5 ans après l'apparition des premiers symptômes. Il y a entre 8000 et 9000 patients malades en France, et il y a tous les jours 5 personnes qui sont diagnostiquées malades de Charcot et 5 personnes qui meurent de la maladie de Charcot tous les jours. Quand le diagnostic est tombé, évidemment, ça a été un drame pour beaucoup de mes proches. Finalement, presque plus pour eux que pour moi. Il y a plusieurs étapes quand on l'apprend. D'abord, moi, j'étais vachement dans le déni. Je me suis dit, c'est une erreur de diagnostic, les médecins se sont trompés. Pendant longtemps, je me suis dit, non, c'est pas possible, les médecins se sont trompés. Et au fur et à mesure du temps, on voit son état se dégrader, parce que maintenant, son état, il se dégrade quasiment de semaine en semaine, voire de jour en jour parfois. Comme en fait la maladie progresse régulièrement, ils ont fini par s'habituer à ce que quand ils me voient, s'ils me voient par exemple mes parents, ils vont me voir tous les mois. Bon ben voilà, ils savent que la maladie va progresser chaque mois. Et aujourd'hui, je ne ressens pas forcément dans leurs yeux de la pitié ou de la compassion. Oui, si, de l'empathie bien sûr, de la compassion aussi, mais moi j'ai pas trop envie de voir de la pitié dans le regard des gens. Donc non, je pense qu'ils ont surtout envie de m'aider à essayer de vivre normalement le plus longtemps possible. Depuis qu'il est malade, je pense qu'il n'a pas perdu sa façon d'être, il est toujours pareil, toujours de bonne humeur. Malgré ce qu'il vit, évidemment que c'est très compliqué, mais c'est toujours le même. Alors ici on est dans un parc qui se situe sur la commune de Quérieux. Et c'est un endroit où on va assez souvent avec Caro et Diego pour le promener, prendre le grand air. Et en fait, moi, depuis plusieurs semaines maintenant, je ne pouvais plus faire ça parce que j'arrivais plus à marcher plus de 50 mètres. Et là, du coup, le fauteuil, ça m'a permis de retrouver une mobilité et ça m'a redonné en fait un peu le goût de la vie d'avant. Quand je pouvais marcher, alors évidemment, je ne marche plus, mais je peux faire les mêmes activités, aller me promener, etc. C'est vraiment grâce à l'association qui nous a prêté ce fauteuil, l'Arsla, et puis grâce à une autre association de la Somme qui s'appelle SLA Mobilité 80 qui nous prête un véhicule adapté pour pouvoir transporter le fauteuil parce que ce fauteuil il fait quand même 120 kg. Donc c'est pas Caroline avec ses petits bras qui pourrait le mettre dans la voiture, quoi. Quand vous êtes malade de Charcot, vous passez par toutes sortes d'émotions. La colère, parce que moi notamment j'ai appris que comme j'avais été diagnostiqué plus de 18 mois après mes premiers symptômes, j'étais pas éligible aux traitements expérimentaux qui pouvaient augmenter mon espérance de vie. Donc là j'ai vécu ça vraiment comme une double peine.
J'étais déjà entre guillemets condamné à mort, mais en plus la France ne me permettait pas de bénéficier de traitements expérimentaux. Donc voilà, la colère, vous ressentez évidemment ça, mais aussi une incroyable envie de vivre et de profiter de tous les instants que la vie vous offre. Notamment, moi j'ai eu envie de profiter d'un endroit que j'adore et qui s'appelle l'île de Ré. Dès que j'ai arrêté de travailler, j'ai décidé d'y aller une fois par mois pendant une semaine. Là, en y allant 12 fois dans l'année, ça me donnait l'impression de vivre plusieurs années en une. Donc à la fois une vie plus intense, et puis aussi de profiter davantage de ce que la vie m'offre, parce que la maladie, c'est un exhausteur de goût, donc en fait, toutes les petites joies du quotidien, le plaisir est décuplé parce que vous vous dites que c'est peut-être la dernière fois que vous le faites, et ça prend une saveur toute particulière. Puis quand vous êtes condamné, vous n'avez plus envie de mentir, vous n'avez plus envie de tricher, vous voulez aller à l'essentiel. Ça rend les relations humaines aussi beaucoup plus intenses, plus saines. Oh là là, pourtant c'était pas mal. Oh là là. Oh non, mais c'est arrivé. alors Ça dégoûte, même Nina elle est dégoûtée. trop fort. Ouais, je sais. Magnifique. 1 an après le diagnostic, j'ai envie de dire que je gère plutôt bien mon quotidien. Évidemment, ma vie n'est plus la même qu'avant, mais j'arrive à avoir encore beaucoup d'activités avec mes enfants, avec mon épouse. Je vois très souvent mes copains du tennis par exemple. Je joue plus, mais demain par exemple, il y a une journée de championnat, donc je vais m'y rendre en fauteuil pour aller coacher mon équipe. Pendant un certain temps, du coup, j'y allais plus parce que ça me faisait un peu mal au cœur. Mais les gars, ils m'ont demandé d'y retourner. Et puis, avec le temps, en fait, ma tristesse de plus jouer, elle est passée parce que, déjà, objectivement, je pourrais plus frapper la balle. Mais je suis très heureux maintenant de venir le dimanche, les encourager, les coacher. Ça me permet de continuer à avoir mes copains du tennis, d'avoir un contact avec le tennis. Et donc voilà, on passe des super moments. Et dans 15 jours, il y a un nouveau match. Et donc ils m'ont demandé si je serais présent. Et je leur ai dit que oui, bien sûr. Donc voilà, c'est cool. Donc ça me permet d'avoir encore ce sentiment d'être auprès d'eux. Je suis plus joueur, mais je coach. Donc j'ai l'impression d'être actif. Parce que parfois, quand vous êtes malade et que le handicap s'installe, vous avez l'impression d'être un peu invisible. Entrer dans le handicap, c'est hyper difficile. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois et qui m'a pas connu avant, je me dis toujours ah mince, j'aurais aimé qu'il me voie comme j'étais avant et pas seulement comme un handicapé. En fait, quand je fais une activité qui ne nécessite pas l'utilisation de mes muscles, je me sens hyper bien, je me sens serein. Mais en fait, ça dure jamais vraiment très longtemps parce que rien que si je dois attraper la télécommande pour changer de chaîne, là tout de suite, je me dis ah non, effectivement, c'est pas comme avant. C'est ça avoir la maladie de Charcot, c'est lutter en permanence pour faire des petits gestes qui pour tout à chacun semblent complètement anodins et extrêmement faciles à faire. Des fois, je me dis même, mais les gens ils doivent croire que je simule quand je marche tellement je marche lentement. C'est presque inimaginable en fait. Moi, on m'aurait dit à l'avance que j'aurais ces difficultés, j'aurais pas réussi à croire que ça pouvait exister en fait. La maladie, elle a modifié complètement mon quotidien. Du matin au soir, j'ai besoin d'une aide humaine en fait. En l'occurrence, c'est ma femme qui est aidante, donc j'ai besoin d'elle pour me lever, j'ai besoin d'elle pour m'habiller, j'ai besoin d'elle pour me doucher, j'ai besoin d'aide ou d'elle pour tous les gestes du quotidien. Quelqu'un qui ne saurait pas que je suis malade, il se dirait que je suis un vrai pacha, parce que je peux absolument rien faire en fait si on veut vraiment regarder, à part me poser devant la télé, lire, faire un peu d'ordinateur et encore. Parfois je me dis qu'être aidant c'est encore pire que être malade, parce que ils vivent aussi la tristesse parce qu'ils vont perdre un être proche et en plus ils savent que malgré toute l'aide qu'ils peuvent apporter, la personne va quand même partir. Ce qui est compliqué dans cette maladie, c'est qu'elle est difficile pour le patient,
mais elle est aussi énormément pour l'entourage, en fait, pour le personnel aidant. Parce que au-delà du fait qu'on aide mon père dans tout ce qu'il fait, que ce soit pour manger, que ce soit pour se doucher, que ce soit pour aller aux toilettes, dans tous les domaines, il faut l'aider. Et c'est vrai qu'on lui facilite la vie par des petits gestes du quotidien, parce que chaque geste est compliqué dans cette maladie. Mais on a toujours la sensation de jamais... Enfin, que nos efforts ne sont jamais récompensés, parce qu'au final, on l'aide, mais son état il continue à se dégrader. Et nos solutions qui au début étaient utiles, au fur et à mesure du temps, elles ne le sont plus. En fait, la situation, elle s'impose à nous. Je pense qu'on n'a pas vraiment le temps et le choix que de faire face. Et en fait, dans la mesure où Loïc, qui est le principal intéressé, et a un moral d'acier et qu'il reste très positif, on ne peut pas ne pas être positif en fait. Même si parfois, en effet, toute seule, ou quand on me demande des nouvelles de lui, et que je suis obligée de raconter un peu ce qui se passe, c'est très difficile. Mais autrement, en fait, notre vie, elle n'est pas triste. On vivait déjà comme ça avant, on savait qu'il fallait qu'on profite des moments, etc. Et là, cette maladie, elle a encore favorisé ça et cette prise de conscience. Et en fait, on essaye vraiment... Il n'y a pas de tabou, on en parle, on en rigole, on passe de très bons moments et voilà. Donc ça suffit pour l'instant à garder un certain équilibre et à ne pas s'effondrer. Je pense que la plupart des malades qui sont condamnés, ils se fixent des limites. Et en fait, quand cette limite est dépassée, on a encore envie de vivre. L'envie de vivre, elle est quand même extrêmement forte. Et elle est étonnante. Là, je me suis fixé une autre limite, puisque maintenant la limite du fauteuil elle est dépassée, elle est acceptée. Donc j'ai envie de dire que la nouvelle limite que je vais me donner, c'est en fait dans cette maladie, pour pouvoir vivre plus longtemps, quand vous n'arrivez plus à respirer normalement, on peut vous faire une trachéotomie. Et quand vous n'arrivez plus à déglutir, vous ne pouvez plus manger non plus. Et donc on peut vous faire ce qu'on appelle une gastrostomie. C'est une sonde qui est reliée directement à l'estomac pour vous alimenter. Bon, ça c'est la limite que je me suis fixée. Peut-être que je la franchirai, mais je sais que je la franchirai plus facilement si je sais que la France évolue en matière de fin de vie et si elle instaure l'euthanasie ou le suicide assisté. Le projet de loi sur la fin de vie, c'était d'abord une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui s'était engagé en 2022 à faire évoluer la loi sur la fin de vie. Alors en matière de fin de vie, il faut savoir qu'il y a eu différentes lois qui ont mis en place les soins palliatifs. Et tout ça, ça a été fait pour qu'on évite surtout aux personnes en fin de vie de souffrir. Mais en fait, pour pouvoir bénéficier des soins palliatifs, il faut que votre pronostic vital soit engagé à court terme. Et faire évoluer la loi sur la fin de vie, c'est une question un peu différente, c'est une question presque philosophique. C'est est-ce que la France est prête à permettre à des malades atteints de maladies graves et incurables de demander à mourir avant la date à laquelle la maladie va vraiment les tuer. En gros, est-ce qu'ils peuvent anticiper leur départ? C'est ça la vraie question. Mettre en place l'aide active à mourir, ça n'oblige personne à l'utilité. C'est juste un droit, c'est extrêmement important que chacun puisse disposer de sa mort. Sachant que la volonté de vivre, elle est très très forte. Donc quand quelqu'un vous répète à plusieurs reprises qu'il veut que ça s'arrête, c'est vraiment qu'il a réfléchi à la question. Si la loi ne passe pas, je serai contraint de mettre fin à mes jours. Est-ce que je m'y prépare à la disparition de Loïc? Donc forcément, avec cette maladie, on est obligé de s'y préparer. Et donc on s'y prépare malgré nous. Évidemment que ce jour-là, je ne sais pas comment je vais gérer. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, je ne serai pas toute seule. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont attachés à Loïc. Énormément. Moi, ce que je voudrais, en fait, l'idéal que je voudrais faire le jour où ça arrivera, c'est de me souvenir de tous les bons moments qu'on a passés et de ne pas parler de cette disparition, mais plutôt parler de tous les moments qu'on a passés ensemble. Parce qu'on a fait des choses extraordinaires et on a quand même cette chance d'avoir vécu 28 ans ensemble et d'avoir été heureux. Bon et voilà les enfants, on passe un super moment avec maman qui se débrouille super bien en roller, avec le clocher d'Ars par là-bas. Faut vraiment regarder, c'est tout petit hein. Et là-bas, là où il y a le soleil, le phare des baleines. Voilà. Salut les enfants, à bientôt.
Souvent, j'imagine ce que vont devenir mes enfants en fait quand je serai plus là. Et c'est évidemment douloureux pour moi de me dire que je verrai jamais mon fils ou ma fille se marier, que je verrai jamais non plus si j'ai des petits-enfants. Mais dès que je commence à avoir ce genre de pensée négative, j'essaie tout de suite de penser aux choses positives parce qu'il y a aussi des choses positives à la maladie. Par exemple, je ne verrai pas mes parents mourir par exemple. Et je me dis voilà, il y a d'un côté ces énormes inconvénients, mais il y a aussi cet avantage-là et ça atténue un peu mon chagrin. Tu peux rattraper la fille devant, vas-y. Il m'a appris le vélo, mais il m'a aussi appris le roller. Et c'est le meilleur souvenir que j'ai de lui et que j'aurai toujours. C'est vrai que j'étais super nulle au roller, j'étais nulle, je voulais pas apprendre et il m'a appris. Il m'a transmis vraiment la passion qu'il avait pour le roller depuis tout petit. Et on a passé des heures et des heures à faire du roller ensemble et c'est notamment à l'île de Ré, dans son endroit favori. Et c'est ce que je retiendrai toute ma vie de lui. Papa, faut mieux rouler là. En plus, on n'est même pas les derniers. Aujourd'hui, je vis au jour le jour. Je me projette pas au-delà de une semaine ou deux, parce que je ne sais jamais si je serai encore capable de faire une activité pour laquelle je me projette. Donc je profite de tous les instants que la vie me permet de passer et j'essaie de profiter de tous les bons moments, qui sont forcément des moments assez simples. Je crois que si j'avais su à l'avance que j'avais la maladie de Charcot, je pense pas que j'aurais vécu différemment. J'ai vécu intensément et c'est peut-être justement parce que j'ai eu l'impression d'avoir fait déjà beaucoup de choses à mon âge que j'accepte d'autant plus facilement l'idée que ça puisse s'arrêter. J'étais à des années-lumière d'imaginer que je serais atteint de la maladie de Charcot. Ça peut vraiment tomber sur n'importe qui. Moi, je buvais pas, je fumais pas, je faisais du sport. J'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver. Et en fait, c'est tombé sur moi, ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Et le message que je voudrais surtout passer, c'est qu'en fait, il faut profiter de la vie. Profiter des petits moments de bonheur que vous pouvez ne même pas percevoir. Parfois, vous êtes heureux, vous ne le savez même pas. Et puis, aller à l'essentiel. Mais en tout cas, voilà, n'ayez pas de regrets, profitez, parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va durer.